première fois que je joue l'après-midi depuis que j'ai 15 ans. Mais depuis X milliards d'années. Depuis que t'as pas le droit de sortir le soir. Et voilà, mais c'est un truc de fou. Première fois que je joue l'après-midi depuis X. Bon, je suis très content de jouer avec vous. Donc on a pas toute l'équipe de Dernière Lune, mais on a un gros morceau de l'équipe de Dernière Lune. Donc on a Franck, on a Hello, on a Sergueï, on Elodie. Ça marche. Alors là, au moment où moi je tourne la vidéo et où elle va être publiée, normalement, ça va être fin 2024, allez, début 2025. On en sera où par rapport à votre projet Dernière Lune ? Écoute, on est dans la dernière ligne droite. On prépare la sortie du jeu de rôle d'ici peu. On fait les derniers tests, on fait des conventions, on joue avec les gens. Okay. On affine. Ouais, très bien. Donc c'est JDR. Une boutique aussi ? Ouais, tout à fait. Ouais, merci. Je mettrai les liens. Il y a aussi un jeu vidéo en préparation. Ouais. Alors, on peut pas tout dire. On a assujetti à un certain secret, tu vois. Donc, il n'y a pas de jeu vidéo en préparation. J'aime bien que tu fasses des préliminaires un peu, que tu balances pas tout comme ça. Mais ouais, il y a de ça. Il y a des trucs. Le but, c'est de développer vraiment un univers, si j'ai bien compris, assez étendu. Il y a peut-être pas mal de supports qui peuvent être... Ouais, on va aller loin, ouais. Okay. Et il y a aussi le premier recueil de Noël. Qui est déjà sorti. Ouais. Tout à fait. Que l'on peut commander, je mettrai les liens aussi. Ouais, yes, merci. Okay. Perfecto. Bon, écoutez les amis, on va jouer donc à Weissen. Moi, jeu de rôle que j'apprécie particulièrement. Donc, on est Europe, fin 19e siècle, Europe du Nord. On va jouer plus précisément du côté de la Suède et plus précisément encore, non loin de Uppsala. Mai 1850, l'armée russe, sous le commandement du tsar Alexandre II, était venue depuis la mer Baltique dans le but d'envahir la Suède. Après plusieurs mois d'âpres combats, l'ennemi fut repoussé. Et à la fin de l'hiver 1851, il ne restait plus que quelques détachements russes de déserteurs isolés, pressés de rejoindre leur patrie. Le capitaine finlandais Alexander Flynn, que tu incarneras donc, et ses soldats aguerris tombèrent sur l'un de ces groupes en déroute. Et il s'agissait de jeunes cavaliers cosaques qui avaient déposé les armes près de Björn. Ils avaient refusé de se battre contre les ordres de leur commandement et avaient manifesté leur intention de se rendre. Le jeune capitaine acquiesça, rejoignit ses hommes et lança une charge avec ordre de les massacrer jusqu'au dernier. Nous sommes le 17 février 1873, soit quelques 30 ans après. Au matin, dans les combles d'un vieil immeuble, quelque part dans la basse ville d'Uppsala. Pour le capitaine Alexander Flynn, les images sont, je dirais, toujours les mêmes. Un ciel morne que des pâles rayons de l'aube traversent à peine. Un tunnel de pluie en fines gouttelettes traverse la cime d'arbres aux branches noires et tortueuses. Les forêts de Björn, tu connais cet endroit par cœur pour y avoir mené campagne à l'époque. Le décor est le même que celui des images qui ne cessent de te tourmenter, mais pour la première fois, il te semble être allongé sur un sol neigeux. Le tourment n'est plus tout à fait le même cette fois-ci. L'air est glacial, mais plus intense encore est le froid que tu ressens au cœur de tes entrailles. Une sensation nouvelle et dérangeante. En lieu et place des corps agonisants que tu transperces chaque nuit dans tes tourments, dans tes cauchemars, surgit au-dessus de toi le visage d'une jeune fille, aux yeux clairs et à la chevelure rousse. Elle porte sa main sur ta bouche, son doigt sur ses lèvres. Chut, tu te réveilles en sueur. On tambourine à ta porte. Plus forte que ça. Entrez ! Ce n'est pas Madame Ortega, ta femme de ménage. Elle a les clés, elle rentre, sans tambouriner. Là, tu entends la voix d'un jeune homme, un coursier. Il t'indique que Monsieur Carlson, un homme que tu connais bien, qui est antiquaire, un petit peu plus bas, en bas de ton immeuble, dans sa boutique, qui t'a sauvé déjà la mise plusieurs fois. Il a été te récupérer notamment au bureau de poste, dans un caniveau, alors que tu n'étais pas en état pour rentrer chez toi. Il s'est un peu lié d'amitié pour toi. Tu n'as jamais trop compris pourquoi, parce que finalement, tu lui apportais pas grand-chose. Si ce n'est effectivement peut-être des récits ou le témoignage d'une époque que lui n'a pas connue, ou en tout cas très peu, et qui pour un antiquaire peut être assez précieux.
C'est peut-être cela qui fait que régulièrement, autour d'un verre, vous avez pu sympathiser. Mais il t'a beaucoup plus sauvé la mise que ce que pour toi, tu ne lui as été utile. Effectivement, George Carlson a envoyé un coursier parce qu'il a reçu un message ce matin. Un villageois de Bjorn, village que tu connais bien, souhaiterait vendre une vieille trompette. Cette vieille trompette a appartenu à son grand-père, c'est ce qu'il dit, et l'instrument est flanqué d'une gravure. Une gravure spécifique, et tout porte à croire qu'il s'agit d'un instrument militaire. La gravure qu'il y a sur cette trompette est un aigle à 2 têtes. Et il s'est dit que tu pourrais l'aider. Il doit lui faire une proposition, mais il aimerait savoir si l'objet est authentique, et il pense que tu es le mieux placé pour savoir cela. Il s'appelle, cet homme, Monsieur Ernst. Il est éleveur de cochons à Bjorn. Et lorsque tu entends ce nom, tu fouilles un petit peu dans ta mémoire, et il te semble être assez certain que ce Monsieur Ernst est celui qui t'avait informé avoir aperçu le détachement de Cosaques dans les bois, non loin du village. Oh, l'ironie du sort. Sans plus tarder, tu te décides à rejoindre le village de Bjorn. Ce matin même, près des quais, un détective privé, Karl Jorn, jeune détective privé. Alors, il s'occupe d'arnaques à l'assurance, de petites affaires. Voilà. Il rêve de pouvoir un jour traiter de véritables affaires, de grandes affaires. Une affaire de meurtre, notamment. Mon rêve. Tu imagines ? Les affaires qu'il voit développées dans les romans à 4 sous de détectives qu'il lit régulièrement, de grands auteurs, et dans lesquels il puise beaucoup de son inspiration, d'ailleurs. Ce matin-là, donc près des quais, donc notre détective privé parcourt la gazette d'Uppsala, donc le journal local, et il y voit que des terres en vue au sud de la ville vont bientôt accueillir une grande usine de fabrication de vêtements. Et bien sûr, la plupart des gens accueillent ça avec plutôt enthousiasme, si ce n'est les habitants de la région qui vivent sur ces terres et qui y chassent, qui eux voient leur territoire de chasse se réduire comme peau de chagrin. Et l'article traite de cela. Des réfractaires à la modernité. Tout à fait, ouais. Exactement. La marche du monde, difficile à arrêter, pour autant certains ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le comprendre. Tu as rendez-vous avec Madame Esther Bergen. Elle arrive dans ton bureau, c'est une dame qui doit avoir la quarantaine, de belle allure. Elle contraste d'ailleurs avec l'environnement des quais, qui est plutôt un repère de coupes jarrées, de traînes savates. Et il est rare d'y voir des femmes de cette classe dans ces rues. Et pourtant, ce matin-là, elle avançait au milieu des étals de poissons, au milieu des camelots qui hurlent, au milieu des enfants qui courent dans la boue, pour venir te retrouver dans ton officine, près des quais. Elle avait rendez-vous ? Oui, elle avait rendez-vous. Elle t'avait envoyé un message. Tu avais d'ailleurs été surpris par la qualité d'écriture et la qualité même de la graphie du message. Donc cette jeune femme, quarantaine, oui, on peut dire jeune femme, brune. Putain, voilà, je vais me prendre les quarantenaires sur lui. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Attention. Voilà, elle est très... Donc, belle femme brune, aux yeux clairs et à l'air très triste. Elle se rend dans ton bureau, elle t'explique que son mari, Anton Bergen, propriétaire des scieries Bergen, tu avais fait tes recherches en bon détective que tu es, il travaille d'ailleurs avec son fils aussi, Lucas Bergen, apparemment une famille qui a fait commerce du bois et qui depuis 2 générations a développé un complexe de scieries. Plusieurs scieries portent le nom Bergen, une à Uppsala, notamment une à Bjorn, il semblerait, qui soit en création aussi, et une autre encore dans un autre village pas très loin. Elle pense que son mari la trompe. Il doit partir pour Sala. Ah ouais. Grosse enquête. Je suis déjà deg. J'en peux plus. Grosse enquête. C'est ton quotidien. Ouais, bien sûr. Il faut bouffer. Tu as reçu quelques lettres de relance, d'ailleurs. Tu n'es pas à jour de tes loyers. Ouais. On crache pas sur une affaire. Je sens l'argent en plus avec elle. Ah oui, clairement. Ok. Il doit partir pour Sala, une ville plus au sud. Il doit négocier un contrat de fourniture de bois et devrait être de retour d'ici 3-4 jours, selon elle. Donc, sans plus attendre, tu prends les infos importantes concernant ce monsieur Bergen. Ouais. Tu as même une photo, un descriptif.
Voilà, elle t'a expliqué un petit peu ce qu'il en était. Ouais, qu'est-ce qui lui fait croire ça? Eh ben, ce qui lui fait croire ça, c'est qu'elle a constaté que des retards, je devais rentrer, finalement il n'est pas rentré. D'autres fois, des témoignages qui étaient pas cohérents, c'est-à-dire que des ouvriers qui ne l'ont pas vu alors qu'il était censé être au travail, et elle, en discussion avec quelques ouvriers, avec son fils notamment, qui s'occupe de la comptabilité des scieries Bergen, elle a constaté des incohérences. Et puis, une femme sent ces choses-là, comme elle te l'explique. Ses rapports ne sont plus les mêmes. Ouais, est-ce qu'elle remplit quand même son devoir conjugal, lui demande. Tu vois qu'elle semble être un peu surprise à cette question. Et elle a un petit mouvement de retrait. Elle se raidit directement, semble être un peu même déstabilisée par cette question. Et elle te valide que tout à fait, qu'en bonne dame, elle remplit son devoir conjugal et qu'elle aimerait d'ailleurs pouvoir le remplir davantage, si tu veux comprendre ce qu'elle entend par là. Mais qu'elle sent bien qu'elle sent bien que les allants de son mari ne lui sont plus destinés. Voilà, elle a des soupçons assez forts là-dessus. Tu sais qu'il doit prendre une diligence, ce monsieur Bergen, pour se rendre notamment à Bjorn. Et en bon détective que tu es, en faisant jouer ton réseau, eh bien, tu as réussi à rejoindre la diligence qui fait suite directement à la sienne. Okay. Tu aurais bien voulu monter avec lui, mais malheureusement, tu n'as pas pu. Mais vous devez être en décalage peut-être de 2 heures ou 2 heures et demie maximum. Ouais, on est à côté. Exactement. Et donc, tu te rends à Bjorn. Tu peux, si tu le souhaites, négocier le voyage. Surtout négocier le prix de cette prestation. Est-ce que tu pratiques ton tarif normal ou est-ce que tu essayes, voyant de quelle lignée appartient cette dame? Moi, je sens qu'il y a de l'argent. Et surtout, je suis déjà vanné de l'affaire, donc l'argent me motivera. Ok. Eh bien, tu peux me faire un jet sous la manipulation. Ouais, bien sûr, je suis hyper fort, je lance 3D. C'est un bon enquêteur, on m'avait pas dit que c'était un bon ruffian. Hein. Bien sûr, j'ai une réussite. Une réussite, alors attends, parce que pas né de la dernière pluie. 3D, on va voir. Hein. Bien sûr. J'ai ouvert devant toi, pas de tricherie. Une réussite. Aussi. Tous les deux. Eh bien, écoute, on va refaire un jet, on va voir si on se départage. Quoi qu'attends, score sec, t'as combien, toi? Score sec. Quel est le score sec, pardon? C'est le score de ton attribut de ta compétence. Empathie, c'est ça? Ah oui, non, empathie, ouais. Empathie, moi j'ai 3. Ah, pareil. Alors, attends, on va refaire. Un succès. Et moi aussi. C'est sans fin. Allez, on est reparti. Tu vois qu'elle te pose des arguments très sereins. Elle te dit, mais elle ne s'attendait pas à ces tarifs-là. Elle avoue que pour la discrétion, elle a décidé de ne pas aller voir d'enquêteurs de plus grand renom, ayant peur que... Elle me dénigre en plus. Ah oh, bah non, moi je vais tout lui prendre. Tu peux pousser tes jets de dés, si tu veux. Rappelle-toi. Non, mais je vais tout. Allez, elle tente une dernière. Pas de réussite. Moi non plus. D'accord. Bon, écoute, si tu ne retentes pas quelque chose, vous en resterez sur le tarif convenu. Je vais tenter un test d'éducation. D'accord. Comment tu abordes la chose, ouais. C'est ça, c'est la logique, l'éducation. Et je vais vraiment lui expliquer que, bien que je n'ai pas la renom qu'elle espérerait, je n'en ai pas moins le talent. Et qu'en plus de la discrétion et du voyage et du temps, tu vois, je lui explique que on se rend pas compte, mais c'est un coût, tu vois, mon métier de... Ok. Super. Je balbutie un peu, j'ai du mal à m'imposer, tu vois. Et c'est malheureusement ce même scénario qui se reproduit souvent. Ouais. Et tu pars avec le tarif de base. Évidemment, je le sens. Exactement. Dans la diligence, je lis, j'ai dû rater un truc. Tu t'es pas senti assez bon, tu vois. Tu croyais pas assez. Je m'en veux. Je comprends. Ouais, je m'en veux. Je dois apprendre à m'imposer. Je me dis la prochaine fois. Donc, toi, c'est Ylvi, c'est ça, hein? Absolument. Ouais. Ylvi Linderhot. Ylvi qui signifie... Petite louve. Petite louve, tout à fait. Ouais, il y en a qui ont bossé leur prénom. Je te le dis. Il n'y a que le prénom. Exactement. Vous n'êtes pas fou. Allez voir Madame Elfe Klint à Bjorn. C'est ce message griffonné sur un bout de papier
fichu dans la poche intérieure du veston de ton père. C'est la seule chose que l'on retrouva au milieu des bois après que ton père ait disparu. La garde de police a mené une enquête, mais très courte. Il s'agissait d'un simple chasseur. Ils n'ont pas perdu beaucoup de temps sur l'enquête et ils ont convenu qu'un animal sauvage, sûrement un ours, l'avait emporté et il restait là sa veste, voilà. Et puis c'en est fini, quoi. L'enquête n'a pas été plus loin. La maladie a fini par emporter ta mère et n'ayant plus à veiller à son chevet, elle est décédée il y a 2 jours de cela. Hein. Ah ouais. C'est frais. Ouais, c'est assez frais. Tu as pris la route sans plus attendre pour rejoindre le village de Bjorn. Très bien. Peut-être pourras-tu comprendre ce qui lui est arrivé, car tu as l'intime conviction que ce n'est pas ça qui est arrivé à ton père. Cheval éreinté, après 3 jours de voyage dans les patins, au départ d'Arboga, la ville d'où tu viens, tu as fini par rejoindre donc le village de Bjorn au coucher du soleil. Ok. Tu arrives dans un village perdu au milieu des bois. Il y a des forêts de conifères, de la brume qui se love entre les branchages. Au loin, on aperçoit quelques collines, mais dont la silhouette disparaît à travers un épais brouillard. C'est l'automne. Il fait assez froid, assez humide. Le sol est boueux. C'est assez triste et maussade comme décor. Et il y a effectivement là quelques maisons éparses. Juste des lueurs orangées qui viennent apporter un peu de chaleur dans ce décor qui est assez gris, uniquement dans les tonalités de gris. Est-ce qu'il y a un bar, enfin un espèce, je sais pas comment c'est, un endroit, une auberge de Tu arrives pop, effectivement à hauteur d'un relais. Donc tu avances au milieu de quelques villageois qui marchent dans la boue. Ils ont la mine triste eux aussi. Il y a des cochons là qui errent, là, des poules, voilà, des gamins qui courent. C'est la campagne. Ouais, c'est vraiment la campagne, quoi. Ouais. Donc sur ce sol boueux, tu avances jusqu'au relais du Bon Repos. Très bien. Je souhaite rencontrer des gens pour poser des questions. Lorsque tu approches du relais, tu entends le son d'une hache qui débite du bois. À l'arrière du relais. Très bien. Et vous êtes déjà arrivés. Nous reprendrons après. Mais c'est ce même décor dont vous avez fait la découverte lorsque vous êtes arrivé à Bjorn. Et puis, il n'y a pas 50 établissements pour s'installer quand on vient à Bjorn pour passer la nuit. Voilà. C'est l'auberge du Bon Repos et c'est terminé. Je cherche une dame, hein, ça, il n'y avait pas d'adresse, il y avait juste le une message signature. que tu as, c'est vous n'êtes pas fou, allez voir Madame Elfe Klint. Elfe Klint. Elfe Klint, E-L-F-E-K-L-I-N-T, Ok. à Bjorn. C'est griffonné à la hâte sur un bout de papier. Et il avait ça dans son veston. Ok. Tu te dis que c'est une piste, les enquêteurs, eux, n'ont pas prêté attention à ça. Pourtant, ta mère leur a montré le message, mais... Ouais, voilà. Ils n'avaient pas envie, hein. Bon, ils se sont dit, il avait un rendez-vous, peut-être un rendez-vous particulier. Ils ont trouvé ça un peu bizarre comme message, mais voilà. Pour eux, il est allé dans les bois, il est tombé sur un animal sauvage, il s'est fait dépecer, embarquer et terminé, quoi. On ne retrouvera pas le corps parce que il est en train de se faire bouffer, grignoter les os au fond d'une caverne par un ours. Et puis, t'as bien compris qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Je suis venu à cheval, hein, c'est ça ? T'es venu à cheval. Du coup, je suppose qu'il y a des bars, des trucs pour laisser le cheval à l'entrée. Et tu vois à l'extérieur une diligence qui est là, un convoi, quoi, des convois de marchands aussi, un cheval avec des peaux de bête à l'arrière, et à l'intérieur quelques éclats de voix de gens qui sont rassemblés ici. Il y a quand même du monde finalement pour. Ouais, il y a quand même du monde. Ça semble être vraiment une sorte de relais ou de passage de relais, en tout cas pour des marchands itinérants ou d'autres voyageurs qui rejoignent sûrement d'autres plus grandes villes ou plus grands villages, parce que c'est pas ici que doit fleurer le grand commerce, à part effectivement quand tu es arrivé, un grand bâtiment dont tu distinguais la silhouette au milieu de la brume, avec une espèce de grande roue là, la Syrie. Exactement. La Syrie. Syrie Bergen. Très bien. T'arrives en vue d'un vieil homme qui débite du bois. Ouais. C'est lui qui fait ce bruit avec sa hache. Il a le dos voûté, assez large, il est trapu. Il est tard, non, pour couper du bois ? Ouais, il est effectivement assez tard. Il doit sûrement avoir du monde et puis peut-être il prépare du bois pour alimenter son feu. Là, effectivement, vous arrivez en fin d'après-midi, quoi. Ça va pas oui, être d'accord, il est pas si soirée. tard. Je pensais qu'il était plus tard. Vous êtes arrivé un peu quelques temps avant. On reprendra après avec vous à l'intérieur de l'auberge. Enfin, à l'intérieur du relais. Et donc, il débite du bois. Là, il n'a pas remarqué ta présence encore. Il est concentré sur sa besogne.
Visuellement, il ressemble à Un homme qui a entre 40 et 50 ans. Ok. Plutôt la cinquantaine, ouais. Et effectivement, il lève son visage vers toi lorsque tu approches. Tu vois un visage très triste, très fatigué, marqué par le poids des années, des épaules tombantes, mais des avant-bras très costauds, avec un tatouage d'ailleurs à l'avant-bras. 2 épées croisées, surmontées d'une couronne. Ça me dit rien. Tu peux faire un jet. Tu vas faire un jet d'éducation. Attends, je le note. Jet d'éducation. Ben pas du tout. Ça me dit rien du tout. J'ai jamais vu ça. Mais non. Il semble être surpris Cool, de voir une jeune femme comme toi à son relais et te demande qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Il pose sa hache sur une souche derrière lui. Et s'avance vers toi pour te demander ce que tu viens faire ici. J'y vais au bluff. Enfin, au bluff. En lui demandant s'il avait vu Monsieur Linderoth il y a pas longtemps. Monsieur Linderoth, c'est qui Monsieur Linderoth? C'est mon père. Ah d'accord, oui, je comprenais pas, je me disais de quel parle. Tu vois que... Ça lui dit rien? Ouais. Il tourne la tête de gauche à droite, apparemment ça lui évoque rien du tout. Il t'explique qu'il y a de nombreuses personnes qui passent ici et qui ne connaissent pas le nom des gens qui viennent s'attabler au relais. Et Madame Elfeklin, ça lui parle? Alors tu vois que il lève un sourcil dubitatif et tu apprends de sa bouche qu'elle est morte il y a de cela 3 ou 4 ans. Que sa maison est effectivement aux abords du village, qu'elle a été scellée, mais que des héritiers devaient venir, enfin c'est ce qu'il pensait, et qu'a priori personne n'est venu. Depuis la maison a été... Elle est morte de vieillesse? Il pense que oui, c'était une dame qui vivait seule, t'explique. Elle n'aimait pas trop la compagnie des gens, et puis les gens se méfiaient d'elle aussi. Elle avait mauvais caractère, semble-t-il. Ok. Elle venait faire ses courses de temps en temps, mais elle ne s'attardait jamais. Et elle vivait un petit peu à l'écart du village. Et il fait un signe de tête comme pour te montrer sa maison. Alors évidemment que tu ne vois pas. Mais j'imagine qu'elle est par là. Comme s'il essayait de t'indiquer, c'est la maison abandonnée, tu vois. Mais... Ok. Pendant qu'il te parle, t'as un corbeau qui vient se poser sur sa hache, tu vois, à l'arrière, et tu vois qu'il essaie de le repousser pour le reprendre, et puis le corbeau revient, et il se pose plusieurs fois sur la hache. Il se fait ennuyé par le corbeau, et le corbeau finit par partir. Il reprend sa hache et ramasse ses morceaux de bois, prêt pour se rendre à l'intérieur, et te demande si tu comptes prendre une chambre ou... Ah oui, j'aimerais bien dîner. me reposer, bien sûr. Très bien. Eh bien, tu pénètres à l'intérieur de ce relais. Il y a un grand âtre avec un grand feu. Ici, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. Il fait moins froid qu'à l'extérieur, hein, avec ces températures d'automne là, et puis surtout cette humidité qui fait que le froid, en fait, il te touche même quand t'as ta gabardine, tes trucs, t'es glacé à l'os, quoi. C'est vraiment pas agréable du tout. C'est la Suède. C'est la Suède, quoi. Exactement, voilà. Et à l'intérieur, voilà, c'est nettement plus chaleureux. Il y a des habitués, tu vois, qui échangent entre eux. Tu vois de suite, hein, ils ont l'air de se connaître, ils s'interpellent par leur nom, ils organisent apparemment une partie de chasse. Et puis tu as d'autres tablés où tu repères des gens qui ont l'air d'être là uniquement de passage. Et notamment vous deux, hein, vous êtes là. Notamment les habitués étant, je dirais, regroupés entre eux, assez naturellement, vous vous êtes installés l'un en face de l'autre sans vous connaître, enfin en tout cas pas forcément en face, mais sur une espèce de grande table. Vous êtes là, il y a un trappeur qui est avec vous. On fait un connaissance gros bonhomme. ou c'est silencieux? Lui il est assez silencieux, tu vois qu'il mange ça de manière assez grotesque. Il s'est fait servir, apparemment il a l'habitude d'être là, de passer par là. Il s'est fait servir une espèce de ragoût là, et à base de poissons et de légumes là, et il mange ce truc là goulûment. Mais il en a plein la barbe, il a des pots de bête qu'il a posé là, une sacoche avec de l'argent, des pièces qu'il a jeté là, et t'as à côté là sur le flanc un vieil homme. Un vieil homme à large carrure, hein, relativement épais, en forme, qui fume la pipe et qui consomme un torboyau local. Je m'adresse au trappeur en disant: eh bien jeune homme, votre appétit fait plaisir à voir. La chasse est bonne apparemment dans la région. Je désigne, tu sais, le tas de peaux de bête. Ouais.
Tu vois que il prend sa chopine, il boit, il te regarde, il se contente d'un hochement de tête. Et il continue à manger sa nourriture. Je cherche, tu sais, complice du regard, le jeune, tu vois. Ouais. Est-ce que, avant d'intervenir là-dedans, j'ai vu Anton Bergen, moi, Alors, dans Le Bon Repos. Toi, tu cherchais Anton Bergen, effectivement. Tu l'as suivi jusque-là. En fait, tu es descendu. Il devait descendre à Sala. Excuse-moi, j'ai été un peu vite avec toi, effectivement. Il devait descendre à Sala. Donc, vous étiez dans la diligence. Et, alors que toi, tu suivais, tu as vu que la diligence qu'il empruntait s'est arrêtée à Bjorn. Au moment où ta diligence allait le dépasser, t'as vite tapé sur le cocher en lui disant non, déposez-moi là. Lui, il t'a dit oh, c'est jeune, tête en l'air. Il s'est arrêté pour demander aux gens de descendre, tu lui fais perdre du temps, donc il t'a un peu houspillé, donc t'as vite descendu avec ton truc, etc. T'as payé ta course, il t'a pas rendu la monnaie, il est parti. Donc, moins un de ressort. Voilà. Bonheur. Et donc, t'es descendu là, et bon instinct, effectivement, puisqu'en rentrant dans le relais, tu constates effectivement dans un coin, isolé, près de la cheminée, sur une table à l'écart de l'agitation, Monsieur Bergen. Seul. Alors du coup, je vais lui répondre et je vais essayer de me fondre, tu vois. Évidemment, voilà. Moi, je me sens déjà un peu agent spécial, tu vois, un peu un vrai détective, et je sais qu'un bon détective doit savoir se faire invisible. Et donc, je vais effectivement commencer à parler avec notre ami capitaine. Est-ce qu'il est en uniforme, ça se voit ? Le Monsieur Bergen ? Non. Lui, je ne sais pas. Je suis bien habillé, tu sais, genre tu sens que j'ai un port strict de l'uniforme et que j'ai été marqué par les années de la guerre. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse, le col est droit, tout est amidonné, tu vois, les cheveux sont impeccables, je suis coupé propre. Alors je vais respecter. J'imagine que je dépeins un peu. Alors je vais respecter et je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent. Je vais utiliser ma logique. Ouais. Mais je sais pas quoi tirer en investigation et éducation. Je voudrais savoir si je connais un peu ce qu'on chasse dans le coin pour lui tenir, tu vois. Oh, c'est de l'éducation, ça, plus. C'est de l'éducation ? Ouais. Allez, décidé. Ouais, tu places un peu sur les créatures du coin ? Ouais, par exemple. Je fais que des échecs, et donc je te réponds ouais, la chasse doit être bonne ici avec les animaux. Ça semble... un endroit propice à de belles fourrures. Et le mec il nous répond jamais. En fait, ils vous regardent tous les deux. En fait, ils vous regardent sous cap, tu sais, par dessous comme ça. Il a la tête plongée dans son assiette pour qu'il y ait le minimum de distance entre lui et entre le plat et sa bouche, tu vois. Donc presque, il en finirait presque à laper son assiette. Il s'essuie d'un revers de manche comme ça. Il boit encore une goutte d'alcool, il pose ça là, il se bascule en arrière et rote. Je sens qu'on passe pour des pipes. Ok. J'ai juste, tu sais, mon veston un peu gêné, tu sais. Je lui pose des questions sur son service militaire. Tu sais, s'il a fait des bases, tu vois. Au gars qui vient de roter ? Ok. Toi, au moment où tu rentres dans l'auberge pour t'installer, tu vois qu'il y a des places avec des gens qui ont l'air de bien se connaître. Le seul espace où, effectivement, ça a l'air de regrouper des gens, je dirais, qui sont un peu chacun... et d'ailleurs, la table est un peu plus grande. C'est cette table où ils sont assis là. Donc, naturellement, je pense, si tu veux souper, tu vas les rejoindre. Absolument. Donc, une jeune femme vient se joindre à la tablée. Messieurs, tu peux te décrire. Et, Madame, je me lève. Tu sais, quand elle s'assoit, j'en fais un peu trop. D'accord. Je fais Madame. Ah. Tu es surpris par les manières de ce jeune homme, qui alors, de toute façon, n'a pas l'air de venir de la campagne, très clairement. Donc tu poses cette question, toi, un peu strictement. Donc le trappeur est à la même table, hein, ça. Enfin le chasseur, c'est un chasseur. Ouais, c'est un trappeur. Ouais. Un trappeur. Ouais. Je fais un jet d'éducation. Je vais tenter de savoir ce que c'est les pots. D'accord. J'ai réussi. Très bien. Je voudrais arriver. Alors toi, t'as un bonus en plus. Belle peau. Parce que tu es de la chasse. Alors effectivement, tu reconnais très bien. Il s'agit ours brun, sanglier. Tu as identifié ces deux peaux-là. Et spécifiques de la région. Je rentre comme ça, en disant ah, joli, bel ours brun, beau spécimen. Alors tu vois qu'il lève le regard, et puis il semble être un peu surpris que ces paroles émergent de la bouche d'une jeune femme. Eh oui. Surprenant. Et il te demande si ton père est chasseur. Absolument. Et puis c'est tout. Je me lève. Ouais.
pris globalement. Toi, tu lui as demandé, tu lui avais posé une question. Ouais, je vois qu'il me répond pas. Si, après, okay. ouais, pardon, j'ai zappé, mais du coup, tu lui demandais. Où est-ce qu'il a fait ses classes? Je l'ai pris assez mal qu'il rote à table devant moi. Bah, il t'explique qu'il n'a fait aucune classe, il comprend pas de quoi tu parles, que lui c'est un chasseur de père en fils depuis 3 générations. D'accord. Et il se dit que sûrement tu dois être un de ces hommes de la guerre. C'est un temps révolu pour lui. Ouais. Il faut maintenant penser... Enfin, voilà, il se dit que... C'est pas qu'on en a plus besoin, mais il se dit que voilà, votre place est pas à la campagne, quoi. Je le toise quand même de travers, tu vois, genre je l'ai pas très bien pris. Je tasse ma pipe, tu vois, en lui affichant un regard assez dur. En plus, maintenant, il y a une dame à table. S'il re-rote, tu sais, je lui fais sentir qu'il est pas de bonne manière, tu vois. Ouais. Bah, tu vois qu'il se lève, il a fini son repas. Il ne fait pas de hochement de tête, hein. Il ramasse ses affaires. Il avait un peu pris l'espace d'ailleurs, hein. Il avait pas un peu envahissant le garçon. Et il s'en va rejoindre sûrement une chambre qu'il a réservée en allant voir donc le monsieur qui t'avait accueilli, qui se retrouve derrière le bar. C'était lui le chef, voilà. enfin le dirigeant. Et qui après avoir effectivement rechargé en bois l'âtre de la cheminée, s'est occupé à servir en compagnie d'une espèce de gouvernante aussi, hein, qui semble l'aider là, une jeune fille, une dame une femme qui est un peu plus âgée que toi, mais pas beaucoup plus, et qui semble l'aider au service et passer les plats. Avant qu'il s'en aille, je me relève et je lui serre la main. D'accord. En lui donnant mon nom, en le regardant dans les yeux, et je regarde s'il y a une réaction en lui disant mon nom. En lui serrant la main, je dis Ylvi Linderoth, pour voir s'il se passe quelque chose, vu que j'ai entendu qu'il était chasseur de père en fils. Je comprends. Depuis 3 générations. Ouais. Au moment où tu fais ça, tu serres sa main poisseuse, il a encore le gras de ce qu'il a mangé, hein, donc... C'est pas grave, j'assume. Tu assumes, donc tu as la main bien graisseuse, et tu vois qu'il opine du chef avec un sourire édenté, sourire un peu séducteur, enfin qui tente de l'être, presque à une petite génuflexion, tu vois, voilà, il accueille rien de mais pas de réaction particulière. Très bien. Bonne soirée. Je vais m'asseoir à la table. Il te regarde un peu avec insistance, tu vois, et puis il va au bar. Oh, il s'installe, il commande quelque chose à boire, et puis il t'observe. Vigilance. Vous n'avez pas laissé notre ami indifférent, Madame Linderoth. Ah, vous avez les oreilles qui traînent, il semblerait. Tout à fait. Les personnalités féminines sont peu nombreuses dans cet endroit. Vous semblez fort à l'aise avec la faune locale. Et j'en déduis pourtant que vous n'êtes pas d'ici. Vous en déduisez que je ne suis pas d'ici? Évidemment, si Monsieur Bergen bouge une oreille, je vous interromps, je te le signale. Hein. J'allais te dire que je faisais un test de vigilance aussi sur toujours suivre l'autre. Hein. Vigilance, je peux faire vigilance globale, c'est-à-dire rester aux aguets de ce qui peut se passer autour de moi. Je te le ferai faire je le fais pas en amont. Enfin, sauf si tu dis spécifiquement, je suis attentif à ça ou je me le méfie gars de ça. qui me bloque, je fais attention quand même. D'accord, voilà. Ok. Tu l'as dans un coin de ton œil, hein, pour voir, et en fait, il boit quelque chose, il te regarde de temps en temps. Mais rien. Rien. Bon, très bien. Il attend, il boit un coup, il te regarde, voilà. J'ai fait un succès de vigilance pour garder très bien. L'autre. Donc Bergen, tu l'as dans ton viseur aussi. D'ailleurs, tu t'es placé fort intelligemment de telle manière à toujours l'avoir un peu dans ton champ de vision. Il a commandé des plats. Tu vois qu'il a tapé sur des plats un peu plus quali. Voilà, il est bien habillé. Lui aussi n'a pas l'air d'être un homme de la campagne. Je repense à l'argent. Donc pardon, je vous ai coupé. Tranquillement. Ça se voit que t'es corps armé quand même? T'as un truc sur toi Non, mais tu sais, ça peut se traduire à la posture, à la rigidité. Oui, on imagine que dans le contexte, on capte qu'il fait partie de l'armée ou qu'il en a fait tu vois partie. que c'est quelqu'un en tout cas qui a de l'éducation et de la tenue. Ok. Voilà. Ouais, mais je peux pas balancer comme ça qu'il est. Tu peux faire un jet. Au pif, dire à un sergent. Non, tu peux faire un jet, mais comme t'as de, je dirais, on va ajouter plus de dés à ton jet d'éducation, parce que t'as une bonne déduction là. 4, 5, donc 6. tu jettes et tu rajoutes 2 dés. C'est énorme, j'ai fait que des 5. D'accord. Non, mais pas. Non, je vois pas, je vois juste qu'il est bien ça. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Eh bien, je suis en ville pour rencontrer un certain monsieur Carlson afin d'évaluer la valeur d'un instrument de musique, un cuivre de souvenir. Alors non, toi, c'est monsieur Carlson, c'était l'antiquaire. Toi, t'es venu voir monsieur Ernst.
éleveur de cochons. Ah yes, Ah, ok, ouais. mais pour Monsieur Carlson. Pour Monsieur Carlson. Pardon. Voilà. J'ai compris. Pour les besoins de Monsieur Carlson. Exactement. Je suis venu évaluer. Exactement, voir si c'est un objet qui vaut le coup, et si c'est le cas, effectivement, à ce moment-là, il se déplacera sûrement pour venir négocier. Vous êtes antiquaire ou luthier? Et effectivement, j'essaie de dissimuler un peu les verres, j'en ai déjà vidé 2-3, tu vois, sur Ouais. la table. Ouais. Je suis là, non, pas tout à fait. Je fais ci plus dans le domaine militaire. C'est des gravures sur l'instrument qui ont sollicité ma venue dans cette ville. Intéressant. Vous voyez qu'un groupe de chasseurs est sur le départ. Ils ont l'air d'être du coin, pour le coup. Ils s'interpellent, ils discutent entre eux, ils sont en train d'arracher des collets, cordes, préparer l'équipement des fusils. Ils semblent être menés par un homme plus grand, assez costaud dans le groupe, qui doit bien faire pas loin de 1m80-90 même, je dirais, assez facilement, large d'épaule. Il prépare et interpelle un homme du nom d'Egon, apparemment en lui demandant pourquoi il ne prépare pas son équipement pour le lendemain. Et le Egon qu'ils sont en train d'interpeller est un vieil homme qui est en retrait, seul. Alors lui, pour le coup, il est entouré de verre. Voilà. Il baigne dans son alcool. Il fait partie du décor. On a l'impression que la chaise, lui, la table, ça fait un seul truc, tu vois. C'est vraiment. Ouais, c'est là comme ça. Quoi. Il a tout le poids du monde sur ses épaules, le teint rougeau, les yeux vitreux. Et il leur répond qu'il n'est pour lui pas question de retourner dans les bois, avec une voix très rocailleuse, rongée par l'alcool et peut-être le tabac, après ce qu'il y a vu. Hors de question de retourner dans les bois après ce qu'il y a vu. Et il se moque de lui, ces chasseurs, en lui disant que de toute façon, avec tout l'alcool qu'il a ingurgité, il serait capable de voir, il serait foutu de voir une sirène au milieu d'un champ. Ouais, mais il précise et il pas. laisse tomber. Il précise pas, il dit juste après ce qu'il y a eu. Ouais, après ce que j'ai vu, Après ce que hors de j'ai question que je remette les pieds dans les bois. Enfin, dans les bois dans lesquels ces chasseurs, a priori, présagent de se rendre. Ils ont prévu d'y aller le lendemain, c'est ça? Ouais, ils sont en train de préparer leur équipement, sûrement pour y aller tôt le matin. Tôt le matin. Ok, donc les chasseurs s'en vont. Bon, voilà, ils finissent d'arracher Mais lui, leurs il reste. équipements, et lui, il reste là, ouais, attablé, tout seul, à se noyer dans son alcool. Et d'ailleurs, il y a le tenancier qui arrive à sa hauteur, qui passe un petit coup de chiffon, et tu vois qu'il va pour débarrasser la bouteille, et il lui, d'un plat de la main, tu vois, genre, touche pas ça. Ça attise ma curiosité. D'accord. Ce qu'il a vu. Ok. Est-ce que je peux essayer, vu que je vois qu'il aime bien l'alcool, d'aller choper 2 verres, j'aimerais lui en offrir un et m'asseoir avec lui. Toi, tu pars pour aller lui offrir des verres, donc tu pars au comptoir direction du commander. bar. Ouais, Ok. exactement. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'envisage très sérieusement d'aller trouver le monsieur Ernst. D'accord. Donc monsieur Ernst et t'as l'aubergiste qui est en train de nettoyer votre table, là, notamment à l'endroit où l'autre a mangé comme un goré, il en a mis partout, tu vois, donc il passe un grand coup de chiffon, et il est à votre table. Je le questionne, tu vois, sur un éleveur de cochons, tu vois, un monsieur Ernst, si ça lui dit dans la ville. Alors tu vois qu'il te fait un signe de tête et il te montre un mec à une table, là-bas. Ah, c'est effectivement. Et tu vois, non, c'est pas lui, c'est pas celui-là qui te montre, il t'en montre un autre homme dont tu n'avais pas fait trop d'attention, qui est un peu à l'écart et qui est en train de jouer aux cartes. Fort bien. Voilà. Avec deux autres collègues. Je le remercie. Je reprends un bourbon sec. D'accord. Genre, et je suis reconnaissant. Ok. Toi, fais-moi un jet de... Oui, mais... Résistance à non, ça va, là. T'es frais. Ah, tranquille. ce matin, T'es au début, t'es au Non, tu vas me faire un jet d'éducation avec plus 2. Oh, éducation avec plus 2, c'est-à-dire plus 2D, hein. Ouais. Ok. 1. Oh. Il a un symbole ici sur l'avant-bras tatoué. Tu le reconnais immédiatement. Il a fait partie de l'infanterie suédoise.
Il y a de cela sûrement 25, 30 ans. Et je reconnais l'unité, tu sais. Pas spécialement infanterie suédoise, tu es sûr. C'est-à-dire, voilà, des gens, voilà, des soldats à pied. Je lui glisse, je lui dis compagnon d'armes. Tu vois qu'il lève comme ça, et tu vois qu'immédiatement il fait comme ça. Tu vois, il remet sa chemise. Le passé. Je dis rien, tu vois, et je le dévisage pas des yeux, tu sais. Et en même temps, quand j'ai son attention, tu vois, qu'il voit que je le fixe, je lui dis que les hommes qui dissimulent leur passé, tu vois, ne sont pas ceux qui peuvent marcher vers l'avenir. Tu vois, au moment où tu dis ça, il lève un regard vers toi, et pas larmoyant, mais tu sens que, effectivement, tu sens un passé douloureux. Dans ce simple petit regard, tu vois. Et après, il s'en va débarrasser bouteille, voilà. Et il demande à la gouvernante qui l'interpelle de prendre soin de quelques tablets, et tu vois qu'elle s'active un peu. Voilà. Il reprend son rôle d'aubergiste, quoi. Messieurs, dames, je me lève et je vais voir cet éleveur de cochons qui joue aux cartes. Ouais, monsieur Ernst, ok. Toi, tu décides de faire quelque chose en particulier. Moi, je vais manger parce que je suis épuisé par mon trajet. Donc je vais me poser, boire un petit coup, et après j'irai parler au vieux. Je vois qu'il est occupé, donc bon, très bien. Donc tu profites. J'en profite pour ton repas, et puis du coup tu es plus attentif aussi à ce qui se passe. Oui, je regarde, du coup j'observe, etc. Voilà. Je laisse traîner les oreilles. Exactement. En laissant traîner les oreilles, t'as compris qu'effectivement ils avaient échangé, qu'a priori. Voilà. C'était un militaire. L'échange qu'il a eu. Et donc t'en déduis qu'il doit sûrement appartenir à ce corps-là. Et donc le jeune homme qui revient avec ses deux verres et qui se rapproche, je suppose, de ce vieux monsieur. De Egon. De Egon Olsen. Je me pose à table. Je le salue, monsieur. Est-ce qu'il me permet de lui offrir un verre et de m'asseoir quelques minutes avec lui ? Alors tu vois qu'un signe de tête, il hoche, il opine du chef tout de suite. À offrir un verre, ouais. Ah oui, ça. Là, tu vois qu'il n'y a pas de malaise. Je trinque. Ouais. Et il trinque avec toi, il te reverse la moitié sur les doigts. Il trinque assez fort. Parce que le mouvement est un peu approximatif. C'est pas grave. C'est de la zone. C'est pas grave. C'est une trinque de zone. Non, c'est une trinque de zone. Je me dis que quelque part, je le mérite. Donc, t'en as plein les doigts, mais t'as trinqué. Superbe. Je lui dis que j'ai pas pu m'empêcher d'écouter et d'entendre ce qu'il avait dit à ses compagnons chasseurs. Ouais. Et j'aimerais qu'il m'en dise plus. Il a mentionné qu'il avait vu quelque chose dans la forêt. Là, effectivement, son regard sort de la torpeur qui est la sienne, tu vois. Alors, il lève des yeux vers toi, rougeoyant, jaune, rempli d'alcool. Ouais, il a une patate rouge à la place du pif. Il bave à moitié. Enfin, l'alcool fait mal. Ouais. Très très mal. Donc, tu ne saurais pas quel crédit accorder, mais pour autant, alors il a une voix très rocailleuse, très grave quand il s'adresse à toi, mais il semble être pas du tout embrumé lorsqu'il expose ce qui, a priori, a créé son tourment. Il t'explique qu'il a entendu le son d'un corps au fond des bois, qui n'était pas un corps de chasse d'ailleurs. Ça l'a fort surpris. Et là, près de lui, il a vu la tourbe s'agiter. Et il a vu quelque chose d'indéfinissable essayer d'en sortir. Ça gigotait très fort, tu vois. Et là, ça lui a fait très peur, parce qu'il y avait quelque chose de vivant qui cherchait à s'extirper de la fange. Mais quelque chose d'énorme, de gros. Tout ce qu'il a vu, c'est un œil énorme, de la taille d'un œil de bœuf. C'était quand ? Il t'explique que ça, c'était il y a 2 jours. Tout à fait. Il n'a pas demandé son reste. Il est parti en courant, aussi vite qu'il pouvait. Et il ne veut pas retourner parce qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui aurait pu l'emporter avec elle dans cette tourbe. Ça l'a effrayé, et donc du coup il refuse d'aller là-bas. Il était seul. Il était seul. Il est seul à l'avoir vu. Ouais, il est seul à l'avoir vu. Mais il est sûr de ce qu'il a vu. Il était alcoolisé au moment des faits ? Je lui dis un peu mieux, je lui dis, au vu de votre boisson... Pas plus que d'habitude, il t'explique. Et donc quand même pas mal. Comme un petit baba au rhum, ouais. un peu imbibé. Est-ce qu'il y a un de vous qui a un crayon ? Ouais. Est-ce qu'il peut me décrire vers où exactement ? En fait, je voudrais faire en sorte de pouvoir aller sur les lieux si j'ai envie, par curiosité. Ouais. Il t'explique effectivement, et lorsqu'il t'explique, a priori, c'est un petit peu enfoncé dans les bois, dans une partie qui est plus marécageuse, un peu tourbe, quoi.
Voilà, dans cette partie-là. Et il te l'indique, il te le situe. Voilà, vous allez en direction du cimetière. Bon, prenez sur la gauche, vous remontez de X, voilà. Et donc, voilà, il semblerait que ce soit à une petite trentaine de minutes, quoi, même pas. Est-ce qu'il a des gens qui lui en veulent ? Et tu saurais y retourner, en tout cas, par rapport à ce qu'il t'a dit. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il a des ennemis ? Je lui demande, est-ce qu'il aurait des gens qui... Il semble être très surpris par ta question. Ouais. Parce qu'il se dit que dans le village, il connaît tout le monde le connaît. Ouais. Il comprend pas la question. Il n'y a pas de farceur dans le coin. Il se resserre un verre et comprend pas ta question. Ah ouais. La sobriété, c'est ça. Mais par contre, quand il te raconte ça, tu vois que sa main tremble, dans ses yeux, tu vois une lueur un peu d'angoisse qui monte. Te semble avoir été traumatisé par cette chose. Intéressant. Je suis en fait, si je me fais confiance, je pense qu'il ment, mais j'adorerais qu'il mente pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Ça m'exalterait. Et d'un côté, la raison me dit que c'est qu'un alcoolique. Évidemment. Ou un Suédois. Ouais. Une proximité, tu dis ? Le Nord. Ça transpire quand même, c'est louche. T'as l'endroit, en tout cas. Ok, je le remercie. Ouais. Et je quitte la table et je retourne au bar seul, j'ouvre un livre, je bouquine. Très bien. Je me sociabilise pas et je garde un œil sur évidemment. Moi, j'approche le dit éleveur. D'accord. Donc Ernst. Bien, bonjour monsieur Ernst. Alors tu arrives à hauteur d'un monsieur qui a d'énormes favoris, là, qui descend là, des grosses joues. Très très grosses joues, on dirait un hamster un petit peu. Fort bien. Très joufflu, il a un visage plutôt jovial, assez peu de rides, mais pas parce qu'il est pas vieux, surtout parce qu'il est très gros. Et il sent la transpi, hein, assez costaud, et il joue avec des villageois, des gens qu'il a l'air de bien connaître. Bon, ils sont du même acabit, hein, même type de bonhomme. Hein. Ça doit être sûrement des gens qui tiennent ici des estaminets ou des épiceries, des trucs du coin, enfin des commerçants du coin. Et bon, il semble être pas gêné que tu le coupes dans son jeu, mais tu vois qu'il est emporté dans son jeu, il fait et puis il tape quelques cartes comme ça. Puis bon, à un moment donné, comme il perd la manche, tu vois, il tape du poing agacé parce qu'il vient encore de perdre. Et du coup, il te donne son attention. Je lui dis que j'ai été dépêché par monsieur Carlson dans le but d'authentifier un de ses instruments de par mon statut. Son visage s'illumine. Il t'invite à t'asseoir et commande un verre pour vous deux. Fort bien. Vous avez de formidables favoris. Je ne peux m'empêcher de me tarir d'éloges au sujet de ces magnifiques favoris. C'est la seule chose, effectivement, qui est à peu près soignée. Ouais. Fort bien. Étant donné la situation, j'aimerais au plus vite expertiser cet instrument pour le bien de monsieur Carlson, pouvoir l'authentifier. De par sa nature, il semblerait qu'il porte des symboles. Alors il t'explique que oui, il a trouvé une trompette. Alors elle est chez lui, à son épicerie, mais il peut aller la chercher pour te la montrer. Il a trouvé, quand il a débarrassé les affaires du grand-père, là il a trouvé ça. Il passe vite sur ce passage-là et il te dit oui, ça doit valoir sûrement une fortune, c'est une belle trompette. Fort bien, il ne faut pas vous emballer, je suis là uniquement pour l'expertiser et en déterminer sa valeur. Mais je vais vous la chercher. Soyez précis sur les termes de l'acquisition de cet objet, je vous en prie. Tenant, exécutez-vous. Je vois qu'il bloque un peu. Il bloque. Et tu vois qu'il est un peu mal à l'aise avec cette question. Et plus ça vient, plus je me tiens droit, tu vois. Ouais. Genre, lui, il baisse un petit peu ses épaules et te dit qu'il l'a trouvé dans les affaires du grand-père. Il a débarrassé, voilà, c'était là, et puis c'est tout, quoi. Enfin, Fort bien, je discerne une pointe de doute dans votre ton et nous en tiendrons à cette version des faits. Amenez-moi tenant l'instrument, je vous en prie. Tu vois qu'il est un peu surpris, il met un temps à réagir, il y a une seconde, et il part. Aller chercher, il s'essuie comme ça, tu vois. Il essaie de retrouver un peu de sa superbe, de se tenir droit. J'essaie de brosser un peu mes chaussures, c'est le vernis. Si je suis quelque peu, tu vois, genre. Il a été déstabilisé. Ouais, donc sens... il part séance tenante chercher cette trompette. Je sens le fiefé malandrin là, hein. Tu vois, genre ça a volé dans les affaires de grand-père. Tu peux me faire un jet avec plus 2 parce que t'as un instinct qui a l'air assez affûté. Qu'est-ce que je sollicite, Master? C'est ma logique. Ouais, je pense ta logique, ça peut faire si t'en apprends plus. 1. Il ment.
Bah bien sûr. Tu l'avais vu en tant que joueur. Malandrin. Ton jeu, toi en tant que joueur, tu l'as vu, mais ton personnage aussi, il l'a vu. Ouais, tout à fait. Non, il ment. Et il a trouvé autrement. Il s'est procuré par un autre moyen. L'évidence. Son histoire de j'ai fouillé les affaires du grand-père. Je réfléchis à comment je pourrais tirer ça en ma faveur et essayer de faire baisser le prix pour Carlson. Exactement. Tu te dis que le fait de s'approprier illégalement des objets de cette militaire, bien sûr. même si c'est pas une arme, à proprement parler. Amende, attendez, vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Est-ce que vous justifiez vous avez un rang, vous êtes capitaine, vous êtes aussi non, de quel droit vous avez ça? D'accord. Et j'ai un budget estimé en fait de la valeur de ce bien, tu vois, genre je suis là pour représenter un prix ou juste faire une estimation pour authentifier plus. Authentifier. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'il attend de toi, lui, il fera le prix, c'est surtout de voir si c'est une véritable objet de l'armée, quoi. Voilà, une trompette de l'armée ou voilà un objet militaire, un instrument militaire. Ok. Surtout ça qu'il attend pour savoir si c'est pas un faux, si c'est pas vapeur d'alcool venant, tu vois, plus la basse luminosité. Il y a des Russes dans la pièce? Non, ça va. Ok, c'est cool. J'attends patiemment. Ok. Toi? Moi, il m'a un peu énervé. Ça m'a pas trop plu qu'ils s'en prennent à ce pauvre gars de la forêt. Là. Je suis là, il est là, tranquille, il picole. Tu vois qu'il a déstabilisé, il a dû se redire un peu. Donc je le tacle un peu en passant discrètement, en allant. Je voudrais aller parler au vieux chasseur, s'il est encore là. Ouais, celui qui est noyé dans son alcool, là. Et en passant, je lui dis quelle mission incroyable de persécuter ces pauvres gens pour une trompette. Bref, et je passe, je vais... Et j'ai été un petit peu choqué de la manière dont tu t'es adressé à ce civil. Ouais. Je fais des allers-retours avec ma montre à gousset, tu sais, genre j'essaie de calculer le train pour partir d'ici, tu vois, faut que ça se fasse vite comme ça. Ce village de Du coup, je m'essuie la main, parce que je dois encore avoir un peu du gras de l'autre, et je m'approche du vieux et je lui tends la main en lui donnant mon nom. Toujours pareil, et en regardant s'il se passe quelque chose quand je donne mon nom. Rien de spécial, a priori. Et je lui demande ce qu'il était parti chasser la dernière fois. Il t'explique qu'effectivement il était parti chasser du sanglier, essentiellement, qu'il est allé effectivement un peu plus loin dans les bois, parce qu'avec la scierie, il y a beaucoup de bordel maintenant avec la scierie Bergen qui s'est installée, et du coup il pense que ça fait un peu fuir les animaux, et puis forcément les bois diminuent, donc il a poussé un peu plus loin que d'habitude, et c'est en poussant un peu plus loin que d'habitude qu'il s'est rapproché des bois tourbeux, qui était une partie où ils allaient moins chasser quand même, et que c'est à cet endroit-là qu'il a vu une chose terrible, et il t'indique d'ailleurs, toi jeune fille, de surtout pas aller traîner dans les bois, surtout pas dans cette partie-là, parce qu'il t'explique qu'il y a quelque chose qu'il a vu d'horrible, qui sommeille là-bas, et que c'est pas humain, c'est pas normal. Ce ne serait pas un ours qui se serait égaré et qui aurait été enseveli dans le il en a vu des ours, il en a chassé, il en a vu des bêtes, il est chasseur depuis qu'il est tout petit, pas un ours. C'est quelque chose qui normalement ne doit pas exister, quelque chose de bizarre. Je voudrais le mettre en confiance, alors j'essaye de lui de parler de sa manière de chasser, peut-être en donnant, je sais pas s'il y a des stratégies de chasse particulières pour chasser le sanglier, en lui faisant comprendre que je suis de la partie et que je comprends, que je connais le métier. Il comprend parfaitement que tu vas sur ce terrain-là, et il freine des cas de fer comme s'il voulait pas t'entraîner là-dedans. Trop dangereux. Déjà la chasse pour une femme, et puis en plus avec ce qu'il y a dans les bois, et ce qu'il a vu dans les bois, donc il te dit de te calmer et de te mettre à des choses, enfin la broderie, enfin des trucs, moins dangereux. Mais vous êtes beaucoup de chasseurs ici, si on y allait tous. Il t'explique que eux vont y aller, là, les autres là, du village. Oui, mais ils y vont pas, ils y vont pour chasser. Ils croient pas à votre histoire. Ça vous étonne? Il t'explique. On pourrait les leurrer et aller chasser le sanglier avec eux. Non, mais hors de question que vous alliez là-bas. Il t'explique qu'il est hors de question qu'il amène une jeune fille dans les bois. Je fais un tir. Dans le... Ouais, je prends mon... bonne ambiance. Avec un couteau, un truc, tu vois, genre pour viser à quelque chose qui est très identifiable. Juste pour lui montrer un mulot. Un mulot. Qui galope près de la fenêtre. Très bien. C'est avec un mulot qui galope près de la qu'on m'a à fenêtre. distance. Ça va être un jet de précision, ça, tout à fait.
Putain, si je réussis pas, je passe vraiment pour une pitre. Oui, j'ai réussi. T'en as un succès ? J'en ai un. Parfait, c'est ce qu'il faut. Donc, tu sors ton couteau de chasse. Ouais. Tu vois que ses yeux s'écarquillent, et avant même qu'il ait pu réagir, ou que quiconque n'ait pu réagir, t'as ton couteau qui fait qui vient se ficher dans le chambranle de la fenêtre avec le mulot accroché dedans. Madame Underhot, je m'incline. Genre, ah ouais, bah là tout le monde l'a vu dans le Ah bar. il y a ouais, ceux qui étaient autour en tout cas l'ont vu. Oui, alors moi je tape des mains. J'ai toujours trouvé la broderie ennuyeuse. Et tu vois que donc le vieil homme, donc tu vois, qui fait un mouvement de tête sur le côté, un petit sifflement du genre, dis donc la jeune fille, elle rigole zéro quoi. Il est Vous voulez pas impressionné. venir avec moi, me montrer où c'était? Bon, il t'explique que chasser le mulot c'est une chose, aller s'en prendre à ce qu'il a vu, c'en est une autre. Vu que Mais t'es doué. Merci. Vu que j'ai entendu leur conversation, Monsieur Bergen se lève. Pile à ce moment. Bah alors, il va où? Il semble. Mais où va-t-il? J'allais dire un truc. Ouais, j'allais dire un truc et d'un coup je fais. Monsieur Bergen se lève, il balance, il paye, tu vois. Il attend pas la monnaie. Je fais un peu genre je le vois pas. Ok. Et il quitte l'établissement, il met son chapeau haut de forme, rajuste sa veste, parce qu'il fait froid, hein, donc veste avec un gros collant fourrure, met ses gants, et il quitte l'établissement. Ah, je peux le suivre. Ok. Tu sors. Discrètement. Ah bah fais-moi un petit jet. Ouais, je veux le suivre. Un petit jet, fais-moi un petit jet. Ça va être agilité ça. Ouais, opposé à lui. Ah, je suis catastrophique. Est-ce qu'il est vigilant de ouf? Ah, je fais un succès. Lui, il n'en fait pas. Discret, je mets mon impair. Donc tu remontes dans la rue, t'arrives à hauteur d'un puits, n'est-ce pas, qui est au centre du village. Là, il y a quelques établissements, quelques lueurs orangées dans quelques masures, là, qui émergent, et tu vois qu'il jette des regards à droite, à gauche. Il avance au détour d'une rue, il regarde. De toute évidence, il essaye de se faire un peu discret dans ses déplacements. Je continue. Il arrive à hauteur... Même, si je peux l'avoir de loin en vision, j'en fais un peu trop pour l'attitude, même si je sais que j'en ai pas besoin, je sors mes jumelles. Tu sors tes jumelles? Ouais, tu vois. Mais parfaitement. Alors, très bien. Bah, comme tu sors tes jumelles, tu vas faire un jet de perception avec le bonus associé. Moi, j'ai plus 2 grâce au bonus. Très bien. Alors là, tu n'as plus besoin de faire de jet de discrétion pour le suivre. Ouais. Par contre, tu arrives à le suivre tout en restant à bonne distance. D'accord. Grâce aux jumelles. Et alors, discrétion, je vois pas discrétion. Non, t'as pas besoin de faire de jet de discrétion, tu vas faire un jet d'observation. Plus, non, pas observation, ça va être plutôt vigilance. Pardon. Vigilance. Ok, ouais, j'ai 7 dés, plus 2, ça fait 9 dés. C'est beau ça. Hein. Ah ouais, c'est... Ah là, t'es bon, là, t'es bon. Eh ben, je fais 2 succès. Ok, très bien. Tu vois, tu vois pas mal de choses, de succès. Déjà, tu arrives à le suivre. Il s'arrête à l'arrière d'un bâtiment. L'avant doit constituer une espèce d'établissement, une échoppe, quelque chose. Il y a beaucoup de tonneaux devant cet établissement, pas mal de tonneaux, qui sont en cours de cerclage ou d'autres qui sont déjà assemblés. Et à l'étage, il semblerait qu'il y ait des quartiers d'habitation, en tout cas une partie habitation. Il y a juste une petite lueur orangée qui émane discrète de l'étage. Il arrive, il jette un regard de droite et de gauche, vérifiant que personne ne le suit. Toi, t'es à bonne distance. T'aperçois un corbeau qui se pose sur une rambarde non loin, là. Il fait... tac à la porte. Juste le corbeau qu'il a observé. Il n'en tient pas rigueur. Et il rentre à l'intérieur et tu as juste eu le temps de deviner une chevelure brune à l'intérieur qui lui a entrouvert la porte. C'est mon moment. Et la porte se referme. C'est mon moment. Anton Bergen est à l'intérieur. Entre les planches, tu vois la lueur orangée qui monte. Ça se déplace à l'étage. C'est mon moment, je vais essayer d'aller écouter aux portes. D'accord. Enfin, vu que c'est en étage, j'imagine qu'en plus je vais devoir un peu grimper, me faire... Je pense que c'est mon moment. Ok. Je fais des roulades pour rien, tu vois. Genre, ouais, je fais vraiment... Donc tu te déplaces, tu fais des roulades pour rien, magnifique, à hauteur du puits, tu te caches. Ouais. Personne ne t'a remarqué. Tu jettes un regard à droite, Juste à le gauche. corbeau. Juste le corbeau. De tes Ah ouais. Et je me dis, je vais... T'arrives derrière une espèce de mangeoire là pour les chevaux. Hop, mais comme ça. Tu vas un peu plus loin, on voit tac tac droite gauche. Ouais. T'arrives à hauteur de la porte qu'ils viennent d'emprunter. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'es à hauteur du bâtiment, tu ne t'es pas fait repérer.
j'aime... Donc eux, ils sont à l'étage. Ils Faudrait sont que montés j'arrive. à l'étage. Est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, un peu un endroit, une toiture, tu sais, entre Bien les sûr. deux, qui pourrait m'amener sous la fenêtre tu vois. Oui, tu pourrais escalader. Ah ouais, je vais essayer ça. Il est Je me chauffe. chaud. Ah Ça, ouais, c'est je... chaud. Agilité, quoi, Master? Ouais, ça va être de l'agilité. Je suis catastrophique, Agilité, oh, tu prends, tu peux rajouter un dé, tu essaies de faire ça. Je me concentre. Moi, c'est mon moment. Hein. Ouais, t'es pas pressé non plus, donc. Ah, j'ai une réussite. Très bien. Tu arrives à monter et alors que tu arrives à hauteur du toit, tu entends des bruits assez significatifs des bas. Ah. Une voix féminine qui semble prendre bien du plaisir. Ah ouais, elle avait raison. Non. C'est pas sûr. C'est pas Elle sûr. avait raison. Tu te fais des idées. Je voudrais, parce que je sais que je dois être absolument méticuleux dans mes méthodes, je voudrais, même s'il y a discrétion et que c'est un peu risqué, être certain que c'est bien lui, tu vois. Comme ça, je me dis que Tu c'est te trop... risques à te basculer un peu sur le côté pour voir l'avantage. Parce que je sais, d'après mes préceptes, que sans preuve, ce n'est que spéculation. Bien vu. Et Bien vu. il pourrait la battre, Eh oui. et que je confonde ça avec des bruits de douleur. Eh oui. Et toi, tu es quelqu'un d'exigeant. dans ton Exactement, tu vois. travail. Parfaitement. Je me dis, Tout à fait. pas de place au doute. Tu bascules sur le côté et là tu aperçois effectivement des vêtements, c'est assez cocasse, hein, qui sont descendus des chausses, hein, qui sont descendus au niveau des bottes. Il n'a pas enlevé ses bottes. Hein. Et t'as C'est pour un repartir. petit cul blanc Ouais, yes. qui fait des mouvements de va-et-bien et puis tu vois une jambe de donzelle avec des draps blancs. Voilà. Le doute n'est plus Gros, permis. Ouais, dans un lit Tu reconnais le baldaquin. Ouais, je me dis, Voilà. bon cul. T'as un Ouais. chapeau, c'est à peine si la cravate est dénouée, tu vois. D'accord. Ouais. Et ça s'envoie costaud. Ouais, le doute n'est plus possible. Ok. Tu Cette entends. pauvre dame. Ça me fait un peu de peine Ouais. pour cette dame. Hein. Tu entends au loin le bruit d'une cavalcade.